Pourquoi on va parler de paix? On ne va pas parler de paix, on va parler plutôt de guerre. Pourquoi? Et pourquoi au Cercle et aux Assises de la cybersécurité? Parce que vous, pour parler de défense, vous parlez tous les jours d'attaque. Et j'en dis pas plus sur les parallèles qui peuvent nous être apportés par deux journalistes hyper aspirants. Je suis très touchée d'ailleurs, que je remercie en avance de la participation. Et pour démarrer cette deuxième partie de soirée, j'ai le plaisir d'accueillir en scène Alexandre Kouchner. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Connaissez-vous l'Essequibo? Bon, moi non plus. En tout cas, pas avant la semaine dernière, quand le président du Venezuela a annoncé son intention de mettre la main sur ce territoire qui pourtant fait partie du Guyana voisin. Ce n'est jamais bon signe lorsque nous découvrons le nom d'une ville ou d'une province aux informations. Et cette année, force est de constater que la géopolitique nous a tous et toutes fait beaucoup voyager. L'opération spéciale de 5 jours de Vladimir Poutine, qui entre dans sa deuxième année, nous a aidé à placer Mariupol et Bakhmout. La double offensive de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh a replacé Stepanakert sur notre carte. Des paramilitaires serbes interceptés à Mitrovica nous ont rappelé l'existence de ce conflit juste à nos portes. Et il serait évidemment facile d'oublier que des combats ravagent toujours Khartoum, que des navires sont attaqués quotidiennement dans le golfe d'Aden, ou que les manœuvres d'entraînement de la Chine amènent désormais des flottes entières dans les eaux taïwanaises. On ne va pas beaucoup vous parler de paix. Il est difficile de couvrir et d'analyser toutes ces crises tant le rythme auquel elles s'enchaînent semble d'abord s'accélérer et il est difficile surtout de ne pas se focaliser uniquement sur le retour de la guerre dans une zone qu'elle n'avait pourtant jamais vraiment quittée mais qui semble avoir passé un cap dans l'horreur. En plus de concentrer sur lui toute notre attention, le conflit entre Israël et le Hamas a également le potentiel de réenflammer toute une région où les intérêts stratégiques de presque tous les pays du monde se recoupent. En vérité, parler de paix en 2023, c'est avant tout constater son recul. C'est interroger les causes du retour de la guerre pour tenter de savoir si ces mécanismes d'affrontement ou du moins d'envenimement peuvent être stoppés. En gros, pour savoir ramener la paix, il faut comprendre et connaître la guerre. Et c'est le cas de notre invité ce soir. S'il est aujourd'hui chroniqueur international spécialiste des zones de conflit, c'est qu'il fut grand reporter à France 2, à France 24 et à RFI, avant de diriger la rédaction d'ITélé et d'être directeur adjoint de France Info. En parcourant et en racontant toutes les zones de conflit des 20 dernières années, il a reçu 3 prix Bayeux des correspondants de guerre. C'est le prix Pulitzer français, tout simplement. Il adore quand je dis ça, ça le met extrêmement mal à l'aise. Il est également l'auteur de la préface de Nouvelles menaces sur notre monde vue par la CIA et a dirigé la rédaction du précis de survie stratégique qui est ici, qui s'intitule en sous-titre « Se préparer au conflit de haute intensité ». Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le journaliste, documentaliste, écrivain Lucas Manger. Merci Alexandre. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que j'ai réussi à vous mettre mal à l'aise? Oui, totalement. Ouais. D'abord, j'ai eu que 2 prix Bayeux et pas 3. Alors, voilà. Ne me cherchez pas. Vous avez été 2 fois 3e prix pour votre travail en Irak et à Ramallah, et 1 fois 1er prix pour votre travail sur le Congo. Non mais, enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Avant de rentrer dans une vision qui est celle du précis de survie stratégique un peu plus prospective. Vous connaissez Israël depuis 25 ans, vous y avez été correspondant, vous en revenez, vous y étiez la semaine dernière. Cette guerre entre Israël et le Hamas est-elle différente de toutes les autres opérations militaires que vous avez pu couvrir dans cette région, que ce soit la guerre contre le Hezbollah ou même à Gaza précédemment? Oui, elle est complètement différente parce qu'Israël a été attaqué de manière très spectaculaire, on pourra y revenir, et de manière inattendue, en tout cas pour une grande partie de la population israélienne, pas pour une grande partie des services de renseignement qui le savent, enfin qui s'en doutaient, qui le redoutaient. Et la violence de l'attaque a déclenché la violence de la réplique israélienne. Mais c'est surtout quelque chose de plus profond qui a été abîmé,
qui est l'espèce de sentiment d'invincibilité qu'avait l'État d'Israël face aux menaces terroristes et à un certain nombre de ses voisins. Cette invincibilité est autre chose d'encore plus ancré dans la société israélienne, qui est le contrat que chaque famille, chaque Israélien passe avec l'État, qui est on donne nos enfants pour faire un service militaire extrêmement long, 2 ans et demi pour les femmes, 3 ans pour les hommes, en échange de quoi l'État nous protège. Or, là, l'État n'a pas su, l'État, quand je dis l'État, c'est l'État, l'armée, tous les services de l'État, n'ont pas su protéger un ensemble d'habitants, que ce soit ceux des kibboutz et des villages autour de la bande de Gaza, les jeunes qui participaient à cette fête dont on a tous entendu parler, certains habitants de Sderot et Ashkelon, les villes qui sont autour, et surtout que dans ce brouillard de la guerre, parce que c'est quelque chose qui le brouillard de la guerre, c'est Clausewitz qui parlait de ça, mais c'est cette espèce d'état et de moment dans lequel il y a une forme de sidération qui est propre à tous les débuts de conflits, qui intervient aussi à d'autres moments dans les conflits, mais qui est propre à ces moments-là où tout le monde est désorienté. Et il y a eu entre 6 et 12 heures de désorientation totale des services israéliens, de l'armée israélienne, qui en plus pour plein de raisons politiques n'était pas déployée au bon endroit, mais qui a mis énormément de temps à comprendre l'ampleur de la menace. Et ce fil-là, ce lien entre une population qui faisait confiance à l'État israélien. Là, on est dans une période, en ce moment, de guerre. Donc ce débat-là n'a pas encore lieu vraiment. Mais il va avoir lieu, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et en plus, ça c'est interne à Israël, la violence et la barbarie de l'attaque du Hamas du 7 octobre n'avaient pas été imaginées. Ils n'avaient pas imaginé que la déshumanisation complète du conflit israélo-palestinien allait les atteindre. Et allait les atteindre de cette manière-là. Donc il y a quelque chose, j'en reviens effectivement, quand on suit ce conflit depuis longtemps, de profondément déprimant. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé, je suis peut-être très naïf, j'ai toujours pensé qu'il y avait une forme de fil ténu qui reliait les deux côtés. Et je connais plein de gens des deux côtés qui continuent à travailler là-dessus, qui sont un peu au chômage. Mais ce fil-là, j'ai peur qu'il soit cassé. Il est donc absolument illusoire de penser qu'à un moment ou à une autre, on puisse reparler de paix dans la région? En fait, non. Alors, malgré ce constat tout à fait déprimant, non. Parce que la paix survient généralement après des moments de conflit de haute intensité. Or, s'il n'y avait pas de paix possible depuis de nombreuses années entre Jérusalem, Tel Aviv, Gaza et Ramallah, c'est aussi parce qu'on était dans une forme de guérilla permanente, avec des attentats, avec des répliques, mais qui était une sorte d'état connu, gazeux, faisant des morts, mais ce qu'on appelle dans le jargon que vous connaissez sans doute parfaitement, des conflits de basse intensité, c'est-à-dire faisant en gros moins de 1000 morts par an. Et donc, ce conflit de basse intensité arrangeait un peu tout le monde. Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien, le Hamas ne veut pas d'un État israélien, la Cisjordanie est dirigée par une autorité qui est très faible et très corrompue, et donc tout le monde s'était fait à cet État en se disant finalement, ça peut durer longtemps comme ça. Et puis là, le choc des deux côtés, le choc du Hamas et le choc de la réplique extrêmement brutale de l'armée israélienne en cours en ce moment à Gaza, font qu'un certain nombre de gens sont en train de se dire, quand je dis des gens, c'est pas justement pas des commentateurs comme nous, des journalistes, c'est des gens actifs, des gens des services de renseignement, des gens qui travaillent sur ces questions-là, disent en fait, c'est peut-être le moment. Je prends un exemple rapide. La guerre de Kippour, qui avait à peu près provoqué le même état de sidération pour des raisons différentes, mais où l'armée égyptienne avait pris de court l'armée israélienne un matin de Kippour, a donné lieu ensuite à une guerre israélienne très importante, à des prises de position et de territoire côté égyptien très, très importants à l'intérieur du Sinaï. Et puis, quand il y a eu la désescalade et les négociations pour le retrait du Sinaï, en même temps que se négociait, c'était par tranche de 100 km, en même temps que se négociait le retrait de l'armée israélienne, en coulisses, diplomates et espions négociaient les accords de Camp David. Et c'est pendant cette négociation du retrait israélien, et donc Israël était en position de force absolue, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller jusqu'au Caire et prendre le Caire. Ils ont reculé, et tout en reculant, les militaires se sont d'abord beaucoup rencontrés. Alors c'est un cas de figure différent parce que le Hamas n'est pas une armée, c'est une organisation terroriste. Mais
les accords de Camp David, on le sait aujourd'hui, n'auraient sans doute pas été possibles sans la guerre de Kippour et la fameuse visite de Sadat à la Knesset et la paix égypto-israélienne. Donc il y a toujours de l'espoir. Et peut-être que quand vont s'arrêter, quand s'arrêtera cette guerre, j'en ai aucune idée. Et les dernières déclarations de Netanyahou font penser que ça va durer encore longtemps. Peut-être qu'il y aura un petit espoir de reprendre un fil de négociation, parce que comment vont-ils cohabiter après un tel niveau de violence? Vous le disiez à l'instant, ces adversaires ont cohabité pendant longtemps. Pour en revenir à notre thématique, on pourrait se demander si on peut parfois acheter la paix. Il est désormais établi qu'Israël a laissé une grande partie des fonds nécessaires au Hamas transiter notamment par le Qatar, pensant ainsi s'acheter une forme de paix, ou du moins d'un conflit de très basse intensité ou de basse intensité, comme vous le disiez. On achète la paix encore aujourd'hui, en 2023 ? Oui, on achète la paix. On achète en tout cas des conditions d'une forme de stabilité qui permet de ne pas avoir trop de morts. C'est ce qui effectivement était un peu le calcul de Netanyahou depuis des années, qui était de se dire le Hamas tient la bande de Gaza de manière extrêmement dangereuse et de manière totalement dictatoriale, mais ne nous attaque plus. Donc, on laisse l'argent transiter, ça permet à cette autorité du Hamas de perdurer, et surtout ça permet de ne pas avoir à faire de négociations sur de vraies négociations de paix politique et ce genre de choses. Donc oui, la paix s'achète. C'est peut-être ce que Poutine va essayer de faire en Ukraine, d'acheter la paix. En échange de quoi? Mais c'est ça qu'on ne connaît pas encore. Quels sont les deals qui vont commencer probablement? On le sent bien qu'en ce moment, il y a des choses qui commencent, mais la paix s'achète, et la paix s'achète par la guerre, par la possibilité de faire la guerre. Vous parliez de l'Ukraine, vous y étiez il y a quelques mois, vous y retournez en janvier. C'est impensé, en tout cas de nos sociétés, c'est impensable pour beaucoup d'entre nous, le retour de la guerre à haute intensité sur le territoire européen. Démontre-t-il au fond que la paix n'a été qu'une illusion occidentale et qu'en fait nous n'étions les seuls à penser que c'était la fin de l'histoire, pour citer Fukuyama, ou en tout cas que on avait résolu un espace de paix suffisamment vaste pour que nous ne soyons plus jamais confrontés à cette guerre-là sur nos territoires? Oui, parce que je crois qu'à l'exception des guerres de Yougoslavie et du siège de Sarajevo, nous avons cru, nous, Européens, que ça ne nous concernait plus. La fin de la Seconde Guerre mondiale donne une sorte d'élan économique, de prospérité, de paix, tout ce qu'on veut, de création, de littérature, qui nous a fait penser que ça ne nous arriverait plus jamais. Et cet impensable de la guerre a duré jusqu'au 24 février 2022 au matin. Pour vos petites anecdotes, qui est paru dans quelques journaux, notamment dans les journaux américains, mais le matin du 24 février, donc les Russes attaquent vers 3h30 du matin, le patron des services de renseignement allemands était à Kiev. Et il expliquait à ses homologues de l'autre côté de la frontière, des homologues européens, enfin français, anglais, en disant on n'y croit absolument pas, il n'y aura pas d'invasion russe. Bon, ce sont les Ukrainiens qui ont réussi à l'évacuer de toute urgence à 7h du matin, parce que ça faisait quand même assez mauvais genre d'avoir le patron des services de renseignement allemands qui risquait de se faire tuer. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien voir que ce matin-là à Kiev, ils se disent c'est fini, quoi. La ville va tomber en quelques heures. Ils voient les missiles tomber, et puis par un peu de missiles, c'était des centaines de missiles, et les chars qui avancent, qui viennent de la frontière biélorusse, qui est pas loin du tout, et donc ils se disent ça va tomber. Donc et puis souvenez-vous des discours que nous avions tous, enfin qu'on entendait tous plus exactement, les discours des politiques. On ne croyait pas, mais de la même manière que en 2003, Chirac et Villepin étaient absolument convaincus que la force de la pensée française et européenne allait empêcher la guerre en Irak. Et on proposait à Saddam Hussein, encore 2 jours avant le déclenchement des opérations américaines, de passer une retraite tranquille en Jordanie ou au Maroc. On a toujours du mal à penser que la guerre, et je pense que ça vaut, alors en Europe tout particulièrement, je pense que ce sentiment-là est terminé, enfin j'ai l'impression, mais je pense que partout dans le monde, on n'imagine pas que la guerre va commencer. On imagine, et pour avoir été dans plusieurs endroits où les guerres démarrent, jusqu'à la seconde exacte où la guerre commence, qui sont des choses qui se mesurent, des tirs de missiles, des débarquements de troupes, on vit normalement, en se disant ça ne m'arrivera pas à moi, ça ne arrivera pas à ma communauté, ma famille, mon pays. C'est quelque chose qui relève des politiques, des militaires, mais nous, on ne sera pas dans la guerre. Et jusqu'à ce moment précis, on se dit non, c'est pas moi, c'est pas nous. Jusqu'au jour où on verra des troupes à la frontière française. Ça va, vous
Vous nous parliez à l'instant de l'Ukraine, de cette fameuse surprise de ces missiles qui s'abattent. Effectivement, au moment de l'invasion, la Russie est on le pense, la deuxième armée du monde. L'armée ukrainienne est la 23e du monde. On est persuadé que ça va être plié en 3 jours. C'est l'opération spéciale de Poutine. En 5 jours, nous libérerons Kiev. Il y a 2 surprises. C'est que la guerre est définie par le degré de préparation, ça on pouvait y penser, mais surtout la résilience des populations. C'est la condition de la paix. Est-ce que, à ce titre, de ces 2 éléments-là, la France, vous le disiez à l'instant, si un jour nous voyons des troupes à notre frontière, la France est-elle prête ? Je parle devant des experts, donc je mesure mes propos. Militairement, et je le dis d'autant plus que les états-majors le disent eux-mêmes, militairement, non. On a vécu tellement longtemps dans cette optique que nous étions, en gros, une armée de projection pour aller résoudre des conflits dans le monde, mais que ces conflits ne nous impacteraient pas directement, qu'aujourd'hui, c'est toujours des estimations un peu au doigt mouillé, hein, mais on sait qu'on peut défendre 80 km de frontières pendant quelques jours, tout au plus. 80 km, pour que vous ayez une idée, c'est Paris-Marne-la-Vallée, quoi. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que ça implique la défense dans une guerre d'artillerie avec des positions, comme on le voit effectivement aujourd'hui en Ukraine et dans d'autres endroits. On l'a vu en Azerbaïdjan, on le voit dans la bande de Gaza. Enfin, je veux dire, la guerre terrestre n'est pas terminée et elle est même en train de revenir. C'est-à-dire que on n'est pas prêt à ça. En revanche, ce qu'on ne sait absolument pas, et c'est ce qu'on ne savait pas sur ce qui s'est passé en Ukraine, c'est à quel point nous serions capables, collectivement, tous ensemble, en mettant tous ensemble des forces communes, chacun dans nos domaines, et surtout vous dans le vôtre, c'est-à-dire que dans ce jour-là, on aura vraiment besoin de vous tous, d'être capable de se dire, et ça c'est autre chose, et je vous parlais de passer de l'état de paix à l'état de guerre, et de passer de l'état de guerre à l'état de résistance et de résilience. L'Ukraine, les Ukrainiens nous ont tous, collectivement, je pense que partagez tous ce sentiment, sidérés. C'est-à-dire que quand on a vu des babouchkas ukrainiennes se mettre à faire des cocktails Molotov dans des ateliers de fabrication dans le métro à Kiev, on a tous été un peu sciés en se disant, mais en fait, parce qu'il faut bien voir que Kiev, peut-être que certains d'entre vous ici connaissent ou y étaient avant la guerre, Kiev c'est une ville qui fait 3 fois Paris, c'est très moderne, il y a des bars, des restos partout, on paye tout avec son téléphone, c'est une ville moderne, c'est pas le cas de l'Est de l'Ukraine ou de certaines provinces ukrainiennes, mais c'est pas, voilà, les gens vivaient comme nous on vit aujourd'hui. Et voilà, ils vivaient comme ça avant. Aujourd'hui, ils vivent moins comme ça. Il y a des couvre-feux à 21h. Mais surtout, ils ont montré une capacité collective de se dire « ça ne marchera pas ». Ça ne marchera pas, on ne se laissera pas faire, nous ne sommes pas des nazis, nous ne sommes pas une province de la Russie, et on ne laissera pas Poutine faire. Ce qui donne militairement une ingéniosité dingue. C'est-à-dire qu'il faut voir que quand les Russes, en plus les forces aéroportées russes, c'est-à-dire les para-russes, sautent sur l'aéroport le plus proche de Kiev, ils n'ont pas de stratégie, les Ukrainiens. Juste, ils y vont. Et ils tirent sur tout ce qui bouge. Et ils n'ont jamais pu prendre l'aéroport. Ce qui a sonné le début de la retraite russe, parce qu'ensuite, sans rentrer dans des détails, ils ont compris que les Russes étaient une armée très puissante, et elle est très puissante, et on a tort de la minimiser en permanence, mais avaient des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et donc, collectivement, parce qu'il y a telle personne dans un village au fin fond de l'Ukraine qui faisait du renseignement et qui appelait le cousin machin qui était lui dans une unité de renseignement en disant, tu sais, ils n'ont plus de gasoil dans le tank là, donc si on arrive à bloquer les tanks, ils ne pourront pas avancer. Et ils font péter des tanks avec des grenades, avec des petits explosifs artisanaux. Et ils préparent comme ça l'avancée et le réveil d'une armée, et puis surtout l'aide occidentale qui est arrivée. Mais tout est dans la phrase de Zelensky, qui est beaucoup critiqué en ce moment, qui est en difficulté en Ukraine, et c'est très compliqué, ils sont en 2 ans de guerre. Quand Biden l'appelle dans la nuit, hein, vous connaissez l'anecdote sans doute, mais Biden appelle Zelensky en lui disant « on vous envoie un avion, on vous sort de là ». Et Zelensky lui a répondu « j'ai pas besoin d'un avion, je veux des armes et des dollars ». Et il a tout dit. Il a tout dit, et il a embarqué 90% d'un pays derrière lui. Aujourd'hui, c'est normal, on n'arrête pas, et moi le premier, de commenter des sondages, des choses qui disent que ça s'effrite. Mais ouais, mais Churchill est fatigué, quoi. Il est fatigué. Ils sont tous fatigués. 2 ans de guerre, c'est dans ces conditions-là. Dans des hivers, moi j'y étais l'hiver dernier, il fait jusqu'à -20, -30.
il n'y a pas de chauffage, les Russes tapent les centrales électriques, il n'y a pas d'électricité chez soi. Voilà, c'est une combinaison de guerre à l'ancienne, avec des chars, des tanks dans des tranchées dans le Donbass. Ça ressemble à la guerre de 14. De bombardements type ce que vivait l'Irak avec les bombardements américains, des énormes missiles tirés parfois depuis des sous-marins russes, et une guerre technologique. Cet après-midi, là, dans votre domaine, les Russes ont de nouveau réussi à faire sauter tout le réseau de téléphonie portable qui s'appelle Kyivstar, qui est le réseau de téléphonie portable ukrainien. Ils ont réussi à le faire sauter. C'est-à-dire que les Russes combinent de la guerre ancienne, de la guerre de pression permanente, ça c'est des missiles la nuit qui vous passent au-dessus de la tête, et de cyberguerre qui font qu'il faut une sacrée résistance pour se dire encore on va gagner, quoi. Et une sacrée résilience, vous avez raison. Vous le disiez à l'instant, le soutien occidental est capital, parce qu'ils font face effectivement à un pays continent, à une volonté politique inébranlable, à un vivier de gens qui peuvent envoyer au front pour franchement les mourir, Russes, oui. les Russes mourir comme en 14. Aujourd'hui même, Zelensky est aux États-Unis. C'est un point de pivot sûrement du conflit. Si la Chambre des représentants américains refuse de continuer à soutenir l'Ukraine, est-ce que vous pensez que nous, Européens, ou que l'Europe elle-même peut abonder, ou est-ce qu'on voit à ce moment-là les premières failles arriver et il faudra dans ce cas-là de facto négocier en position de faiblesse avec Vladimir Poutine? Tout se joue là dans les heures qui viennent en fait, c'est-à-dire que Biden en fait fait passer le message à Zelensky de manière très claire en disant attention mon pote, Trump va revenir. Ils en sont quand même à peu près tous convaincus. Et puis les sondages montrent que Trump est très 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 haut. Et si Trump est élu, il l'a dit plusieurs fois, je règle le conflit ukraino-russe en 24 heures en donnant raison à Poutine. Donc ça sera fini. Donc là, ils jouent un pivot monétaire et militaire parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'obus. C'est une guerre qui consomme beaucoup de munitions, sachant qu'Israël en consomme aussi énormément. Tout le bouclier antimissile israélien est alimenté d'obus américains. Donc les Américains ont dû faire des choix. Et pour répondre plus directement, donc si le Congrès ne vote pas aujourd'hui pour des raisons de politique interne pure, parce que c'est si Biden lâche sur le mur anti-migrants à la frontière du Mexique, les républicains, mais pas tous d'ailleurs, parce que les vrais pro-Trump ne voteront de toute façon pas, votent une rallonge militaire, financière, et donc militaire à l'Ukraine. Si ça ne se produit pas aujourd'hui, on entre dans une phase inconnue qu'attend Poutine avec impatience. De savoir comment l'Europe va réagir. L'Europe n'a pas les moyens ni militaires ni financiers de le faire. On n'a pas les moyens des Américains, de toute façon. Or, c'est ce que dit Biden et disent beaucoup de généraux américains, c'est qu'on est les phrases dans ce genre de cas ont beaucoup de sens. Ils disent maintenant aux Ukrainiens, il faut que vous teniez vos positions. Ils disent plus il faut que vous gagnez, ils disent il faut que vous teniez vos positions. Tenir des positions, pourquoi ? Pour négocier. Parce qu'on négocie à partir de quelque chose. On négocie à un point A, plutôt une ligne qui va d'un point A à un point B. Donc quand ils disent aux Ukrainiens, attention, parce que là les Russes font des offensives depuis quelques jours très spectaculaires. Ils avancent. Donc là ils disent, on va vous aider à tenir vos positions, et il y a un mais. Et le mais, c'est la paix. Mais ce qu'on appelle la paix, on était censé parler de la paix, est-ce qu'une négociation va commencer ? Ça, moi j'en sais rien, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent ça, sauf que Zelensky va être obligé de négocier face au mur russe. Et on a eu trop tendance à oublier quelque chose. On vit dans des démocraties, on change de gouvernement à peu près comme on veut. Pas comme on veut, j'exagère, mais régulièrement. Poutine a changé la constitution de la Russie il y a 3 ans pour pouvoir se faire réélire jusqu'en 2036. Et dans toutes les histoires de paix et de guerre, on oublie toujours la notion de temps. Poutine a le temps devant lui. Il sait que Biden ne sera plus président un jour, que Macron ne sera plus président un jour, partout ça va changer, sauf lui. Sauf lui et les Chinois, et les Coréens du Nord, et les Iraniens, et quelques autres. Ça en fait quelques-uns. Oui, ça fait une amicale, quoi. Voilà, un petit club de longévité. Mais ce temps-là, ce temps est très important, le temps de la guerre. Les guerres, c'est long. La paix, c'est très rapide, mais les guerres, c'est extrêmement long. On sait toujours comment commencer une guerre, mais on ne sait pas comment la finir. Poutine, lui, il sait comment la finir. Il attend tranquillement que Trump soit réélu. Ils sont potes, il lui dira bon, allez, maintenant, je reprends la Crimée, le Donbass, ça c'est une évidence, et qu'est-ce qu'il négociera de plus ? Donc là, la question est peut-être de dire à Zelensky, voilà, est-ce que tu veux rentrer dans l'Union européenne ? On t'aidera.
Tu veux rentrer dans l'OTAN, on t'aidera. Tu veux la paix, on t'aidera, mais tu lâches le Donbass et la Crimée. Ce qui veut dire que personne n'aura gagné. La Russie pensait faire une bouchée de pain de l'Ukraine dans quelques jours, et Zelensky et les Ukrainiens pensaient récupérer ce territoire qui leur a été volé, qui est la Crimée et le Donbass. Après, il y a plein de raisons très complexes, on n'a pas le temps d'y rentrer là, mais qui sont des régions où il y a beaucoup plus de russophones et de communautés russes qui viennent de Russie, mais qui sont historiquement ukrainiennes. Donc tout le monde aura perdu, et après c'est une question d'affichage de la paix. Parce que Poutine dira, vous voyez bien que j'ai gagné la guerre. De fait, il l'aura gagné. Parce qu'il a ce temps, il a le temps de recruter l'intégralité des prisonniers qui sont dans les colonies pénitentiaires, c'est-à-dire des goulags, sont au front. Tous ceux qui étaient dans Wagner, dont on a beaucoup parlé, ont été réintégrés dans l'armée. Tout le monde est mobilisable et mobilisé. Les temps de mobilisation sont en train de se rallonger. Les âges sont en train de se rallonger. Là, on peut être dans la réserve. Depuis ce matin, on peut être dans la réserve jusqu'à 55 ans. C'était 50 jusqu'à la semaine dernière. Donc, il augmente. Et puis surtout, il s'est mis dans une économie de guerre, ce qu'on ne connaît plus en Europe. On est dans une économie de paix. Quand on dit on peut défendre 80 km de frontières, la raison est simple. On ne fabrique pas des obus toute la journée, nous. Les Russes fabriquent des obus toute la journée. Et quand ils n'ont plus personne dans les usines pour faire fabriquer des obus parce qu'ils les ont envoyés mourir dans les tranchées du Donbass, ils prennent des esclaves de Corée du Nord. C'est ce qui se passe en ce moment. Les usines d'obus, c'est des gens de Corée du Nord, dans le cadre d'un accord qui a été passé entre un autre mec très sympa et Kim Jong-un et Poutine. Et donc, il y a des ouvriers. Parce que comme c'est les mêmes munitions, il n'y a pas trop de problème. Ils arrivent dans l'usine russe et ils sont des esclaves parce que leurs salaires sont versés directement au régime de Pyongyang et non pas à eux. Ça serait trop simple. Dans cette joyeuse amicale on parle de paix on pourrait l'appeler les voisins malins, enfin on les appelle comme on veut. Ce que vous nous rappelez aussi, et ce qui est très frappant dans le précis de survie stratégique, c'est que il y a en fait un horizon géographique des conflits, des zones de conflit. Nous sommes naturellement ou pas d'ailleurs, mais extrêmement focalisé sur le conflit ukrainien parce qu'il est à nos portes, sur le conflit israélo-palestinien parce qu'il est historique, qu'il réactive des clivages très anciens. Mais il y a un certain nombre de zones de tension un peu partout dans le monde, c'est ce que dit votre livre d'ailleurs, se préparer au conflit de haute intensité pour vraiment bien nous remonter le moral. Sans faire un panorama mondial, est-ce qu'il y a des zones qui vous semblent aujourd'hui un peu oubliées de nos débats, peut-être qui sont un peu loin de nos radars et qui pourtant sont des zones majeures de conflits potentiels? Après, on parle de sa région, de son histoire, de sa culture. Enfin, on parle toujours de quelque part. Donc ici, effectivement, je pense que je ne sais pas combien d'entre vous aujourd'hui ont vu que la marine chinoise a raisonné des bateaux philippins en mer de Chine ce matin pour pas qu'ils approchent de Taïwan. C'est une des zones de conflit potentiel absolument majeure qui nous paraît extrêmement lointaine et une fois de plus impossible. À chaque fois, on se dit, mais non, les Chinois vont quand même pas prendre Taïwan, quoi. Sauf que si. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'ils vont le faire, c'est quand. Et tout le boulot là, des services et des militaires, c'est de se dire quand est-ce qu'ils vont y aller, quand est-ce qu'ils vont le prendre. C'est 125 km à traverser, des plages de débarquement déjà identifiées. Et Taïwan est un pays, pour répondre à votre question, Alexandre, sur la paix, est un pays qui se vit en paix. Il n'y a pas vraiment d'armée à Taïwan. Il y a une espèce de police un peu sophistiquée, mais il n'y a pas d'armée. L'armée, c'est les États-Unis. Alors les États-Unis, ils sont occupés en Ukraine, ils sont occupés en Israël, ils sont occupés en mer Rouge, ils sont occupés... Donc là, il y a un moment, on va y avoir embouteillage de conflits. Donc ça, c'est un conflit potentiel. Des trucs encore plus lointains. On ne se préoccupe pas beaucoup de l'Inde et du Pakistan. La guerre est toujours en cours entre le Pakistan et l'Inde, dans des zones extrêmement hautes, 5000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle la guerre des gourdins, parce que l'ONU avait tenté de les désarmer, avait réussi à les désarmer à un moment sur des frontières dans le Cachemire. Et donc, ils n'ont plus d'armes, mais ils ont le droit d'avoir des gourdins. Ils font quand même des centaines de morts chaque année à coups de gourdins à 5000 mètres d'altitude. Sauf que, quand on se dit ça, c'est presque, folklorique. Sauf que ce sont deux nations nucléaires qui se détestent, qui ont des armes nucléaires extrêmement puissantes et qui peuvent un jour les utiliser. Pourquoi pas ? Je veux dire, ce sont des pays d'1 milliard, pour l'Inde, 1,4 milliard d'habitants. La guerre s'envisage, et elle est possible, et ce sont des pays dirigés par des nationalistes qui veulent récupérer des bouts de territoire dont c'est toujours la même histoire. Hein. C'est soit de l'argent, soit du territoire, globalement, sur lesquels on se bat depuis toujours. Ce qu'on a voulu faire dans ce bouquin, c'est pas pour en faire la pub, mais c'est en fait se dire, et pour répondre à votre question, il
faut qu'on arrête d'avoir peur de manière irrationnelle. Il faut regarder les choses en face, regarder des cartes, regarder des données, regarder avec précision et avec calme et se dire, en fait, voilà, là, il y a des conflits possibles. Est-ce qu'on est prêt à les envisager? Est-ce qu'on est prêt, y compris pour des histoires commerciales, pour vous tous qui travaillez dans des gros groupes, des grosses boîtes, c'est des enjeux majeurs. Aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a des questions climatiques aussi. Enfin, je veux dire, on a travaillé pour ce bouquin, c'est la première fois qu'il y a, à ma connaissance, un bouquin comme ça, c'est des chercheurs, des journalistes et des militaires. On a réussi à faire travailler des militaires avec nous sous leur nom. Ils n'ont pas travaillé de manière secrète pour travailler sur ces questions de ces conflits qu'on ne veut pas voir. La sécheresse mondiale, à peu près, enfin, la baisse du niveau des eaux fait que le canal de Panama là, ne peut accueillir que 30% de sa capacité normale. Ce qui veut dire que 95% des biens de consommation qu'on a tous les jours transitent par les mers. Donc là, il y a des surcoûts absolument gigantesques. Qui va s'amuser à essayer d'aller prendre le canal de Panama, par exemple? Pour se dire, accélérons les choses, on remet de l'eau dedans, et puis ça va aller plus vite, et puis ça sera à nous. Il y a Suez, c'est l'Égypte, c'est un endroit compliqué aussi. Oui, mais face à ça, il y a l'ONU. Oui. Non, au-delà de la naïveté de ma question, force est de constater quand même en 2023 que les institutions internationales qui ont-elles gouverné, ont-elles créé, ont-elles géré, ont-elles survécu grâce à cet état de paix, semblent quand même extrêmement désavouées, si ce n'est décrédibilisées. On a quand même vu ce week-end les États-Unis mettre un veto à une motion de cessez-le-feu. Évidemment, dans le cas ukrainien, les Nations Unies ne comptent absolument pas. Est-ce qu'il faut croire aujourd'hui que ces instances de régulation qu'on a su créer, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OMC, que ce soit en fait ces chambres internationales de régulation des conflits par le droit ou en tout cas par des pressions qui sont politiques et non plus directement armées, cet âge-là est révolu ? Oui, parce que je pense que nous les avons créés avec nos droits et nos pensées et nos espoirs de paix et pas ceux des autres. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle ce Sud global. Bon, ça veut un peu tout et rien dire. Mais sauf que ce sont des institutions internationales créées en gros au XXe siècle, depuis la SDN et voilà, ensuite l'ONU, par des États surpuissants qui étaient les nôtres, qui découpaient le monde avec, littéralement, la frontière entre l'Irak et la Jordanie, elle a été traitée sur une table à Versailles entre deux diplomates un peu bourrés. Ils ont fait une ligne droite et ils se sont dit comme ça c'est réglé, quoi. Et c'est le cas, c'est toujours la frontière. Mais ça marche plus. Et puis surtout, ils n'avaient pas imaginé le retour de conflits d'une telle intensité. Déjà, l'ONU était relativement impuissante, souvenez-vous, à Srebrenica, voilà, il y avait des casques bleus, ils faisaient rien, ils voyaient des criminels passer dans tous les sens, et puis ils bougeaient pas beaucoup. Là, maintenant, sur l'Ukraine, sur Israël, sur ce genre de... Plus personne ne leur parle, c'est-à-dire que c'est une instance qui, en ce moment, et Dieu sait que le type qui la préside est un type prodigieux. Guterres, c'est un mec incroyable, qui est vraiment un acharné de la paix, mais plus personne ne le prend au téléphone, en gros. On te rappellera, mais là, excuse-nous, on a un conflit à gérer. Mais on te promis, on repassera l'année prochaine à la conférence sur la paix. C'est un peu ça qui se passe. En revanche, regardons ce qui s'est passé. Il y a peut-être des organisations régionales, l'OTAN qui n'est pas tout sauf une organisation de paix, c'est une organisation de militaires, mais la rapidité avec laquelle la Suède et la Finlande ont demandé à intégrer l'OTAN, et la rapidité avec laquelle on s'est mis en œuvre, tout simplement parce que c'est des organisations qui, au moins, ont un chapitre militaire. Aujourd'hui, une organisation qui n'est que pacifiste et qui n'a pas de bras armés, les casques bleus ne sont pas un bras armé, c'est un bras de maintien de la paix. Mais ce n'est pas un bras militaire. L'OTAN, il y a quand même un truc, voilà, le chapitre 5 de l'OTAN, il suffit qu'un pays de l'OTAN soit attaqué et tout le monde... ça vaut aussi dans l'Union européenne, mais l'OTAN, la dernière fois que ça avait été activé, c'est le jour du 11 septembre. Le 11 septembre au soir, tous les généraux se réunissent à Bruxelles et ils activent le fameux chapitre et ils disent aux États-Unis, toutes nos armées sont à votre disposition. C'est-à-dire un commandement unique. Bon, ça ne s'est pas produit, mais c'était possible. C'est ce qui horripile les Russes. La Finlande considère que c'est à eux, globalement, pas toute la Finlande, mais une grande partie de la Finlande est russe, enfin, vu depuis le Kremlin. Ils se disent, la Finlande dans l'OTAN, ça quand même, c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça que l'Ukraine cristallise autant de choses. Donc il y a des organisations qui fonctionnent, il y a des organisations africaines qui commencent à fonctionner. Des Africains se mettent entre eux, ne veulent plus qu'on leur dise
comment ils doivent faire la paix. Mais ils ont un certain nombre, ça n'a pas marché dans tous les cas, mais quand on a vu la série de coups d'État cet été, c'est pas vers l'ONU qu'ils se sont tournés, c'est vers des institutions locales, africaines, qui ont du poids, qui ont fini par arbitrer des choses, dire on fera plus ça, mais ça commence à... Il y a des choses qui commencent, il y a plein d'espoirs aussi de négociations de paix qui fonctionnent à condition, en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'elles ne soient plus l'héritage d'un passé militaire, colonial et diplomatique vu depuis chez nous. On entend que l'une des conditions de la paix, c'est donc en fait, et c'est aussi vieux que les guerres athéniennes, la préparation de la guerre, civis pacem parabellum, mais on entend aussi qu'il y a peut-être quelques mécanismes de paix. La préparation de la guerre. Qu'en est-il au fond de se créer des zones épargnées? Il y a sur notre globe des zones qui normalement sont épargnées par les ambitions. Il y en a une, c'est l'Antarctique. Je cherche désespérément à vous parler de paix, donc pardon d'aller jusqu'à l'Antarctique, mais bon, l'Antarctique, normalement, il y a un traité international qui dit c'est une zone uniquement dédiée à la recherche. On peut y mettre quelques bases, mais ce sont des bases scientifiques. On n'a pas le droit de s'y faire la guerre. Bref, si on veut être en paix, est-ce qu'on peut déménager en Antarctique? Condition d'avoir un bon équipement et de ne pas avoir le mal de mer, oui. Parce que c'est loin et ça secoue. Mais non, on ne déménagera jamais en Antarctique parce que, enfin, de notre vivant, les conditions climatiques sont telles que si ça se trouve dans 200 ans, ça sera la Floride. Mais pour l'instant, et si l'Antarctique devient la Floride, de toute façon, on a tous coulé. Mais bon. C'est effectivement, il y a des choses qui ont marché. Un territoire ça a été sacralisé, territoire de science et de paix, et ça continue peu ou prou à fonctionner. C'est très menacé pour plein de raisons. Alors, l'histoire polaire, elle est absolument passionnante, parce que au nord et au sud, c'est des histoires différentes, mais passionnantes. Sauf que le réchauffement climatique induit des nouvelles possibilités de guerre. Des guerres pour des routes commerciales, ça honore beaucoup. C'est-à-dire que comme ça fond en toute vitesse, il y a des routes militaires et commerciales qui sont souvent les mêmes. D'abord, ce sont des routes militaires, puis ensuite des routes commerciales. Les militaires qui protègent des bateaux de commerce de leur pays. Le Sud, c'est encore plus complexe parce que c'est très hostile comme climat. C'est effectivement, il y a une sorte d'organisme polaire qui est censé, dans lequel la France a une importance très précise parce que c'est le partage des zones de l'Antarctique est dû à l'histoire de la conquête polaire. Donc nous, on n'avait pas de territoire en Antarctique, mais on a eu des explorateurs polaires. Donc on a un bout du camembert sur lequel on a des bases partagées. Le problème, c'est que on commence à comprendre, et les scientifiques commencent à comprendre, que l'Antarctique est l'une des plus grandes ressources de nickel possibles au monde. Ils ont fait des forages 3000 mètres de glace et ils sont aperçus qu'il y a ça. Donc aujourd'hui, tout le monde veut faire des bases scientifiques, entre guillemets. Les Chinois en font beaucoup en ce moment. Ils sont très très forts en navigation polaire parce qu'il faut c'est compliqué, il faut des brise-glaces. Par exemple, nous, on n'a plus de brise-glaces à propulsion nucléaire. Les Chinois en ont 8. Donc ils vont très vite dans ces endroits-là et ils peuvent aller beaucoup plus loin que nous. Donc, mais pour faire tomber ce traité, 2048, il va falloir qu'il y ait beaucoup beaucoup d'affrontements. On peut espérer, ça sera un bon test, on peut espérer qu'en 2048, l'Antarctique reste un territoire de paix. Mais pas militarisé, j'y crois pas du tout, puisque beaucoup des bases dites scientifiques sont en fait aujourd'hui des bases de scientifiques qui ont un uniforme sous leur blouse blanche, quoi. J'essaye toujours. Non, mais plus sérieusement, parce que c'est aussi une opération de maintien de la paix. C'est-à-dire que, sans rentrer dans des détails très complexes, et si ça se trouve, vous les connaissez mieux que moi, mais l'Antarctique, c'est très utile pour suivre le positionnement des satellites. C'est-à-dire que il y a très peu évidemment de pollution lumineuse, il y a beaucoup de capteurs qui sont utilisés pour les satellites. Et donc de dissuasion, c'est-à-dire de savoir que un tel fait passer un satellite militaire au-dessus de tel pays, et qu'on puisse lui dire, dis donc, Sergueï, ton satellite là, il n'est pas censé être au-dessus de Châteauroux. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est la paix. C'est comme ça qu'on fait la paix. C'est comme ça que quand il y a régulièrement ce qu'on appelle des meutes de sous-marins, les Russes sont extrêmement forts en sous-marins. Poutine vient d'inaugurer lundi matin, donc hier matin, 2 nouveaux sous-marins nucléaires
de classes, c'est des classes de sous-marins, enfin bref, des sous-marins qui peuvent lancer des missiles intercontinentaux nucléaires extrêmement puissants. Ils adorent les sous-marins, ils en ont beaucoup. Ils descendent parfois dans l'Atlantique Nord, depuis leur base de la mer du Nord, ils montent, hop, ils redescendent. Vous imaginez quand vous êtes à Brest dans votre salle de contrôle, parce que vous ne les voyez pas les sous-marins, mais vous avez des systèmes justement de satellites, de trucs qui permettent de se dire. Et vous voyez 9, 10, 12 sous-marins russes qui descendent. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On envoie des sous-marins pour dire hé les gars, on est en paix. Mais il faut cette dissuasion, il faut que ça existe. Si on n'a pas de sous-marins pour le dire, bah, ça ne sert à rien. La paix ne peut marcher qu'avec... Pardon, j'ai un discours militariste là. Et je ne suis pas militaire, je suis journaliste, mais j'ai couvert beaucoup de conflits. Sans armes et sans se préparer à ça, on ne peut pas. Et je pense que dans vos métiers, c'est pareil. Vous préparez en permanence à des attaques. Eh bien, il faut qu'on se remette collectivement dans une société qui se dise, si on veut la paix, il faut qu'on soit prêt à faire la guerre. Vous le disiez à l'instant, vous avez couvert beaucoup de conflits. On voit bien que de notre position, on les pense éloignés et en fait, ils sont permanents, ils sont réels. Ce jeu de chat et de souris que vous décrivez est permanent dans toutes les mers qui nous entourent. Il faut aussi nommer les incursions russes aériennes qui sont extrêmement nombreuses. Comment on tient le coup quand on est correspondant de guerre, du coup? Parce que vous avez passé beaucoup de temps à Jérusalem, vous avez passé beaucoup de temps en Irak, ce sont des lieux où, évidemment, on ne s'ennuie pas, mais comme vous le disiez à l'instant... On peut s'ennuyer le soir. Oui, mais comme vous le disiez à l'instant, c'est une pression de tous les instants. Il y a d'abord le danger qui peut être permanent. Il y a une bande-son de la guerre. Un AK-47, ça fait un bruit très particulier. Un obus aussi. Vous nous avez l'air quand même d'être de relativement bonne composition. Comment vous avez tenu le coup? C'est-à-dire comment, face à ce stress, à ce conflit latent, on tient? Vous nous disiez tout à l'heure à quel point la résistance, la résilience était importante. Comment on tient? Je peux m'allonger, j'ai 1 heure. Et... Oui, allez-y, bien. Non, mais je pense aussi que travailler sur des questions géopolitiques comme ce dont on parle là depuis tout à l'heure, nécessite de connaître un petit peu les conflits. C'est-à-dire que se dire, voilà, les conflits dans les tranchées, machin, en Russie, c'est comme ci, c'est comme ça, tant qu'on le voit à distance, bah, y a une distance qui se crée. Moi, il se trouve que le conflit que j'ai le plus couvert, c'est le conflit irakien, la guerre civile irakienne, enfin l'invasion américaine, puis la guerre civile entre sunnites et chiites, où j'ai vécu pendant des années, enfin j'ai couvert ça pendant 12 ans, je faisais beaucoup d'allers-retours. Ça, c'est une violence qui n'a rien à voir avec ce dont on parlait. C'est pas des sous-marins, des satellites, des missiles, ce genre de choses. C'est une violence de boucherie au quotidien. C'est des gens qui se tuent dans des attentats, dans des pizzerias, dans des jardins d'enfants, qui découpent à la tronçonneuse le voisin parce qu'il n'est pas du bon côté de l'islam et de l'autre. Et voilà. Et avec effectivement des attentats. Moi, c'est une ville que je continue à adorer. J'ai vécu beaucoup à Bagdad. C'est la ville qui, dans l'histoire de l'humanité, a connu le plus d'attentats. C'est simple, il y a aucune ville. Il y a eu un attentat dans chaque rue. Donc les attentats, par exemple, c'est quelque chose d'assez stressant parce que tu es dans ta voiture et puis tu sais que ça peut péter. Parfois, ça passe juste à côté. Bon, il y a cette espèce de côté, comment dire, aléatoire. Il y a eu en plus la période des kidnappings qui n'était pas drôle du tout. Plusieurs confrères et consoeurs sont passés par là. Moi, j'y ai échappé. Mais ça, ce qui sont des choses très stressantes. Alors, comment on tient? On tient. Non, on tient. Je pense qu'il y a aussi il y a quelque chose d'autre. On tient. Enfin, on tient par plein de subterfuges. Il y a eu. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais il y a eu plein de soucis dans nos métiers, de drogue, d'alcool, de choses comme ça, qui ont aidé dans des générations précédentes à tenir beaucoup, qui sont un peu passées de mode et heureusement. On tient beaucoup en se disant qu'on peut sortir de là. C'est-à-dire que c'est la grosse différence entre l'Ukrainien qui à Kiev et qui se prend des missiles sur la gueule en longueur de journée. Le reporter, c'est compliqué d'entrer, c'est compliqué de sortir. Donc quand on rentre, qu'on met 1 semaine à rentrer en Irak, on n'en repart pas au bout de 48 heures. On en repart au bout de 2 ou 3 mois. Mais il y a toujours ce truc qui fait que tu sais que quelque part, une autre vie t'attend et que tu as ce choix-là. Et ce qui d'ailleurs peut provoquer d'autres problèmes, un peu de déchirement quand tu vis avec des gens et que en permanence et que tu sais que tu vis avec des gens, tu rencontres des gens, forcément tu t'attaches et que toi tu dis désolé, mais moi je vais on est le 15 juillet là, je vais partir en vacances en Bretagne. Vous voyez où c'est, en Bretagne?
Et là, tu as des espèces de distorsions qui font que... Voilà. Mais en même temps, c'est ce qui, moi, en tout cas, j'ai pas de leçon à donner, mais m'a permis de tenir un entourage, des amis, et puis, voilà, être capable aussi de se dire que la guerre est un état de l'homme, d'une violence inouïe, mais qu'il ne dure jamais toujours. Et que par ailleurs, on parlait des conflits dont moi, aujourd'hui, c'est marrant, hein, mais aujourd'hui, on me sollicite beaucoup sur des questions de conflits et j'en suis très heureux et j'aime beaucoup en parler. Et les guerres font partie de mon existence. Mais quand j'étais en Irak et que je couvrais l'Irak et qu'on n'était plus que 3 journalistes en Irak, que ça n'intéressait absolument plus personne, je veux dire que j'étais pas invité dans des conférences. Hein. Quand tu parles toute la journée d'enfants découpés à la machette ou à la tronçonneuse entre chiites et sunnites, les gens se disent « Ouh là là, mais c'est horrible ce qu'il raconte, j'ai pas du tout envie de le voir ce type ». Il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui la guerre est revenue via l'Ukraine, via Israël, elle revient à proximité de nous. Souvent, le reporter, il souffre d'autre chose, qui est de se dire, mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter? Que la guerre fait ça. Ça tue des enfants, c'est des attentats qui tuent des civils, des innocents. C'est une grosse différence entre les guerres de militaires, je veux dire de char à char. C'est pas la même chose que quand tu mets une bombe dans une école et quand tu arrives et que tu vois que des cadavres de gosses. C'est pas pareil. La guerre ne dure pas tout le temps, c'est donc peut-être que quand elle se termine, c'est au fond ce qu'on appelle la paix. C'est une guerre qui s'est terminée. Est-ce que parmi vous, on a encore un peu de temps? Moi, mon métier, c'est de poser des questions, donc je suis très curieux de nature, mais vous avez peut-être des questions pour notre invité. Parmi vous, y a-t-il des gens qui voudraient poser des questions à Lucas Manger? Je suis extrêmement éclairé, donc je ne vous vois pas très bien. Il y a une question là-bas. Merci Fabien Gall. Vous avez parlé de l'influence de Fukuyama et des théories de Badi en fond. J'aurais aimé savoir quelle est l'influence de la Chine sur ces 2 territoires de conflit. Vous parlez les deux quels, pardon? L'Ukraine et également Israël, la Palestine. Israël très lointain, sachant très lointain mais puissant. Quelques jours après le début de l'opération militaire israélienne à Gaza, les Chinois ont juste fait un communiqué disant « Nous vous rappelons que nous avons toujours été pro-palestiniens », qui est une manière de dire « On est là, on surveille, on suit, et on n'est pas de votre côté, aux Israéliens ». Ils n'ont pas pour autant aidé qui que ce soit. Voilà. Après, l'amicale dont tu parlais, je ne sais plus comment tu l'appelais, des voisins, là, fait qu'ils ont plus de liens. C'est via la Russie. C'est-à-dire que la Russie a joué un rôle extrêmement important et très discret dans le conflit israélo-gazaoui. J'ai du mal à dire palestinien parce que Cisjordanie, enfin bon, il se passe d'autres choses, mais les Russes ont d'abord un lien direct, c'est que 20% de la population israélienne est d'origine russe, ou russophone. C'est 1,5 million de personnes. C'est un pays dans le pays. Ils ont aussi des liens avec les Israéliens ont aussi des liens avec les Ukrainiens. Il y a une très forte communauté juive et c'est pour ça qu'Israël n'a jamais pris parti vraiment dans le conflit russo-ukrainien. Pardon, on va y arriver. Mais tout ça pour dire que la Chine n'a pas d'influence directe en Israël, mais a quand même ses canaux avec la Russie. Sur la Russie et l'Ukraine, la Chine a joué cette espèce de rôle et joue pour l'instant encore cette espèce de rôle. On ne sait pas tout, hein, d'ailleurs. On ne sait absolument pas tout. Et je pense qu'il faut souvent, et le redire, moi en l'occurrence, je ne sais pas tout là-dessus. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont très secrètes. Mais en revanche, par exemple, on sait qu'ils n'ont pas livré d'armes. Ou très peu, et au début. Mais ils ont permis à d'autres de le faire. Ils ont soutenu les Russes en leur disant l'intégrité territoriale de la Russie, la violence, l'Union européenne veut s'étendre et elle ne devrait pas le faire. Voilà. Et en recevant, tout simplement, c'est très symbolique, mais en recevant Poutine régulièrement. Voilà. Mais la Chine s'est bien gardée d'intervenir directement. Sans doute aussi pour ne pas rentrer dans une probable confrontation avec l'Union européenne, parce que c'est le premier partenaire économique. Voilà. Et que la Chine a un autre rôle aujourd'hui. La Chine, c'est la deuxième, c'est les 2 premières puissances mondiales, quoi, les États-Unis et la Chine. Ils ne vont pas aller s'abîmer à jouer dans des petits conflits. S'ils ont un conflit, ce sera avec les États-Unis. Nous avons 3 questions juste ici. Si vous voulez bien, par un souci de gain de temps, je vais vous laisser poser les 3 ensemble et comme ça, Lucas, tu pourras essayer de les retenir.
Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'intervention très intéressante. Juste sur le sujet de la dissuasion, ce qui m'intéresse ici, c'est votre vision sur la dissuasion nucléaire. On a beaucoup parlé, notamment de la peur de la Russie qui arrive autour de ça. Est-ce que finalement ça a encore de l'effet? Est-ce que finalement ça ne limite pas les choses? Enfin, vraiment, j'aimerais bien avoir votre vision. Merci. Bonjour. Alors moi, c'est sur les deux conflits, parce que vous donnez quand même des espoirs de paix, mais quand on vous entend, il faut décrypter quand même, il faut espérer. Sur le conflit israélo-palestinien, vous faisiez le parallèle avec la guerre du Kippour, mais le traumatisme du 7 octobre, je pense qu'il est bien au-delà de ce qu'a pu vivre Israël pendant la guerre du Kippour. Et ça, est-ce que ça ne va pas être rédhibitoire, notamment avec le gouvernement Netanyahou, pour un processus de paix, même à long terme? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est sur le conflit russo-ukrainien. Finalement, si Trump passe, et c'est bientôt, hein, c'est quoi? C'est dans un an. Voilà, c'est dans un an. Finalement, pour Poutine, pourquoi vouloir la paix maintenant? Il n'a aucun intérêt, parce qu'il récupérera la Crimée, le Donbass, et puis peut-être d'autres parties de l'Ukraine, parce que là, il aura la voie ouverte. Et monsieur, c'était une question sur la dissuasion aussi, c'est ça? Tout à fait, ça va rejoindre la question qui a été posée sur la dissuasion nucléaire. On a l'impression aujourd'hui que ça n'a quasiment plus de sens, en fait, ces histoires de dissuasion nucléaire. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, hein, parce qu'on dit toujours que la France est une puissance nucléaire. Pourtant, on n'a pas l'impression que la France est une voie quelconque, en fait, dans ce qui se passe. Et quelque part, on se protège derrière, on se dit on est une puissance nucléaire, mais finalement, le conflit, il n'est plus très loin. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait. Moi, je le vis quasiment quotidiennement. Ne serait-ce que dans mon petit cercle familial, j'ai une femme qui est très, on va dire, bileuse, et elle voit tous les conflits, tout ça, et ça s'inquiète énormément. Et donc, ça génère, et ça fait monter quelque part une inquiétude qui est extrêmement forte, et on n'a plus l'impression qu'on est à l'abri de quoi que ce soit en fait. Alors, sur le nucléaire, d'abord... je ne pense pas que ça serve plus à rien. C'est-à-dire que d'abord, c'est revenu dans nos vies quotidiennes entre guillemets. Mais heureusement, je suis désolé pour votre femme si faites surtout pas lire mon livre. Mais en fait, c'est revenu parce que d'abord, vous noterez que Poutine ne l'a jamais utilisé lui-même cette menace. Il l'a fait passer par Medvedev. Poutine est malin, c'est-à-dire qu'il va pas lui. C'est Medvedev qui tweetait au début de la guerre il faut que les Européens fassent attention, on peut utiliser des armes nucléaires. Et puis en disant on va utiliser des armes nucléaires tactiques, ce qui ne veut rien dire. C'est juste que des armes nucléaires tactiques, c'est en gros des armes de la puissance d'Hiroshima, mais qui sont maintenant beaucoup plus petites et et qui peuvent cibler beaucoup plus précisément. Moi, je crois que la menace nucléaire, elle a au contraire pendant la guerre en Ukraine eu son rôle et c'est pas terminé. Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, dit à un moment. S'il y a une attaque nucléaire russe, nous ne sommes pas sûrs de répondre immédiatement. En gros, pour désescalader, pour dire non, on ne va pas rentrer dans un conflit nucléaire tout de suite. Mais les canaux militaires, les Russes et les Français se parlent, entre généraux, entre officiers de marine. Ils se disent bon les gars, si vous touchez à ça, vous savez très bien qu'on va tous toucher à ça. Et là, c'est terminé. Et puis, il y a des nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs, c'est quand même la Corée du Nord, l'Iran dans quelques mois, a priori. Qui devrait avoir l'arme nucléaire. Donc la dissuasion nucléaire, elle a quand même un rôle. Alors certains, très optimistes, beaucoup plus que moi, pensent même que le fait que l'Iran obtienne l'arme nucléaire ou réussisse à l'avoir, rééquilibrera les forces au Moyen-Orient entre Israël qui l'a sans jamais l'avoir reconnu et l'Iran qui va l'avoir et qui va lui le faire savoir. Je ne sais pas du tout si ça marchera. Il faut être très 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 optimiste. Oui, c'est très optimiste. Mais par exemple, les sous-marins, puisque beaucoup des armes nucléaires, c'est sous-marins, c'est le fait d'avoir des puissances sous-marines, enfin des forces navales sous-marines, ce qui est le cas de la France, fait partie énormément de la dissuasion française. C'est-à-dire que la puissance de la France tient beaucoup dans une soixantaine de gars et de femmes, d'ailleurs aujourd'hui, embarqués dans des sous-marins dont ils ne connaissent même pas la destination, mais porteurs d'une arme nucléaire potentielle qui peut être tiré d'à peu près n'importe où. Donc ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Poutine a rétro-pédalé très vite quand Medvedev l'a fait, en disant non, mais c'est Dimitri Medvedev, en gros, il est sympa, mais il s'agite un peu trop. Donc moi, je pense que ça a une utilité, et que, en tout cas, d'avoir un cercle de puissance nucléaire démocratique a encore un sens, face à un univers de gens qui sont quand même un peu des docteurs Folamour avec ça. Sur Israël,
Pardon, oui, c'était sur évidemment, le comparatif, vous avez raison, peut-être pas le bon. Le choc de Kippour avait été similaire dans le sens de la sidération, mais ça n'avait rien à voir puisque c'était une attaque militaire versus une attaque terroriste. Donc effectivement, je parlais juste de cette espèce de sidération et ensuite de la désescalade possible. Je suis pas sûr que le choc et l'horreur de ce qui a été fait par le Hamas effectivement interdit tout espoir de négociation à court terme. Mais Netanyahou n'est pas éternel. Le Hamas n'est pas éternel et Mahmoud Abbas n'est pas éternel. L'espoir qu'ont beaucoup de gens là-bas, c'est balle neuve. Avec l'expression est très mal utilisée dans le cas d'une guerre. On va dire nouveaux acteurs. De nouveaux acteurs dans la région qui n'auraient pas forcément tout cet historique. Et c'est le cas, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de tractations pour savoir qui va pouvoir reprendre la bande de Gaza, qui comme autorité va pouvoir reprendre la bande de Gaza. Ce qui n'est pas simple parce que c'est dirigé par le Hamas depuis 2006, qui avait été élu démocratiquement. Moi, j'avais couvert ces élections-là, ce n'était pas un coup de force. Ils ont fait le ménage après en faisant un coup de force, en éliminant tous les opposants. Mais ce n'était pas vraiment la même chose. Personne ne veut y aller. Aucun des leaders palestiniens, même ceux qui sont en prison aujourd'hui en Israël depuis 20 ans, 30 ans, tout ça, ils disent hop, moi, j'y vais pas dans les roues des chars israéliens parce que je vais être perçu comme ayant été imposé. Donc c'est là où il y a toute cette complexité de trouver de nouveaux interlocuteurs, mais c'est pour l'instant très bloqué. Et quand je dis ça, c'est pas dans les mois qui viennent, mais il n'y a pas tellement d'autres solutions que la paix en même temps. Sachant que la volonté d'une frange politique israélienne et l'expulsion totale des Palestiniens, ça n'arrivera pas. Les pays arabes ne laisseront pas faire. Et donc on repart dans un conflit régional. Et votre question sur la Russie, pardon, je reviens en arrière, c'est justement ce que je voulais dire. Quand les Américains disent « tenez vos positions et figez vos positions », là, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, mais on a l'impression que tout le monde, les Russes ont avancé, et puis ça va se geler dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il fait un froid de gueux, de la neige, et donc il y a moins de conflits, il y a des conflits aériens, enfin des missiles, des genres de choses, mais il y aura moins de conflits au sol. Tout dépend de où va être placée la ligne. C'est jusqu'où peuvent aller les Ukrainiens là, le plus rapidement possible, et tenir une position pour que cette position soit la position d'un traité de paix. On vit très bien avec des endroits comme ça. Chypre n'est toujours pas réglé. Chypre, je crois que c'est depuis 69. La moitié de Chypre est occupée. On a décidé, collectivement, le monde occidental libre a dit hop, là vous nous compliquez un peu la vie, les amis turcs, là on va geler le truc. On coupe une capitale en deux, et puis on verra plus tard. On est plus tard. On a laissé cet état de fait. On est très fort aussi dans des paix qui sont des intermèdes de guerre et qui peuvent durer des centaines d'années. Chypre, plus personne ne négocie quoi que ce soit sur Chypre. De temps en temps, les Chypriotes, les Grecs disent aux Nations Unies, hop, ça serait bien la résolution, je ne sais plus combien, qu'on y revienne dessus. Tout le monde dit, oh non, on a déjà assez à faire là. Vous ne vous emmerdez pas, là, la frontière elle est très bien comme ça, et puis on verra bien plus tard. Et ça, c'est des paix. C'est des paix terribles, parce que c'est des paix sur des défaites. Mais il y a bien un moment où il faut accepter d'arrêter les morts. C'est quand même ça l'enjeu, c'est d'arrêter les morts. La paix, c'est quand on arrête les morts. On va essayer d'avoir une autre conclusion quand même, parce que je suis désolé. La nouvelle année s'annonce, on a tous des bonnes résolutions, on se dit quand même que peut-être il y a un autre... Je peux dire un truc, c'est que vous, je pense, et moi, dans ma petite expérience maintenant des conflits, de 25 ans, c'est que toute la cybersécurité, c'est vous les lanceurs d'alerte. C'est vous qui serez au courant les premiers de ce qui se passe. C'est vous qui êtes capable de dire, il se passe un truc étrange. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé en Ukraine. Ça faisait un mois que vos homologues ukrainiens, peut-être que vous en connaissez, disaient on a des attaques en permanence sur les hôpitaux, sur les banques, sur je ne sais plus quoi. On a des attaques, l'armée, le système de l'armée était désorganisé. C'est vous les lanceurs d'alerte de ce monde-là. Et d'être capable, parce que les guerres, il faut en fait empêcher qu'elles commencent. Et vous pouvez, et vous êtes là pour nous aider, pour aider la société à empêcher qu'elle commence. Et donc, pour l'empêcher, encore une fois, le mécanisme qui vous semble le principal pour défendre la paix, c'est-à-dire, au fond, aujourd'hui, France 2024, dans 3 semaines, il y a les JO, les JO.
apparemment dans le monde que vous nous... terroriste très élevé. Ouais. Moi, je connais Lucas dans d'autres cercles. Effectivement, quand on dîne avec lui, bon, il n'y a pas qu'une seule bouteille de rouge, quoi. J'essaye d'arriver à une conclusion qui ne soit pas, je pense à la femme de monsieur. Voilà. Bref, le mécanisme, le monde de menaces est clair. C'est ce qu'on appelle la montée des périls en termes stratégiques. Ils sont évidents, ils sont beaucoup plus proches qu'avant. Ils sont beaucoup plus proches géographiquement, ils sont beaucoup plus proches temporellement, ils sont beaucoup plus proches politiquement. Le mécanisme de défense de notre paix? Eh bien, c'est d'arrêter de s'inventer des menaces qui n'existent pas et de faire des espèces de scénarios de catastrophes permanents, comme on le fait nous, beaucoup, les journalistes, trop, dans certaines chaînes, dans certains médias, de s'inventer des peurs. La meilleure manière de lutter contre la guerre et de rester en paix, c'est d'identifier les menaces, de les regarder, de les étudier, de les comprendre, pour mieux les... C'est comme les cauchemars, en fait. Quand on fait un cauchemar, si on reste dans son cauchemar, on est foutu, quoi. Enfin, mais on se lève, je sais pas, on va à la fenêtre, on regarde un truc, une voiture passer, on se dit ah mais non, mais en fait le monstre là, il n'existe pas, parce que rationnellement, en fait, il n'existe pas. Les guerres, les possibilités de guerre, les risques, les menaces, elles ont une réalité tangible, un nombre de divisions, des réalités justement informatiques, de cyberdéfense. Se dire, OK, on est armé ou pas face à ce truc-là? Et si on ne l'est pas, ben on travaille dessus. Mais se dire, il faut accepter de regarder pour ne plus avoir peur. La peur est une bonne conseillère sur un terrain de guerre, elle n'est jamais une bonne conseillère avant. Quand on commence à paniquer avant en train de se dire, on va être envahi par les Russes demain, c'est faux, on ne va pas être envahi par les Russes demain, mais peut-être après-demain. Donc si c'est après-demain, ça veut dire qu'on a le temps de se préparer. N'ayons pas peur du futur, c'est la meilleure manière au fond d'empêcher qu'il advienne, c'est la grande théorie des catastrophistes. Il faut avoir conscience de la catastrophe pour éviter qu'elle n'advienne. Nous allons... Catastrophiste. Hein. Non, il est très très optimiste, comme vous l'avez remarqué. Nous allons, je vous propose tout de suite maintenant, nous lever. Nous-mêmes, mettre fin peut-être non pas à ce cauchemar, mais à cette certaine vision de notre réalité et aller nous servir un coup à boire. Merci beaucoup. Moi, je vais bien terminer sur une note positive. Je vais vous la trouver, la note positive. Oui, il y a une note positive. Voilà, ça se met tout noir. Et bien, la note positive, c'est qu'on va se retrouver le 6 février prochain ici pour un autre cercle. Voilà.